C'est dans les locaux de l'Université technologique de Tarbes que Benoît Mournay, député Renaissance de la 2e circonscription des Hautes-Pyrénées, a présenté ses vœux devant une assistance nombreuse. Dans son discours, il a remercié Jean-Yves Chambrin et Jean-Yves Fourquet, les directeurs de l'IUT et de l'ENIT de Tarbes pour leur accueil, ainsi que son équipe et les différents acteurs de la vie politique, économique et sociale présents lors de l'événement. Il a souligné l'importance de l'éducation et de la jeunesse pour l'avenir de la région, ainsi que la nécessité de préserver la souveraineté de la France en matière de production d'énergie. Il a également évoqué la question de la rénovation des logements et de l'adaptation des logements pour les personnes en perte d'autonomie. Enfin, il a rappelé l'importance de l'unité de la République et de la démocratie, tout en soulignant les compromis nécessaires pour faire avancer les politiques publiques. Notre fil rouge de politique publique, c'est de préserver notre souveraineté, de préserver notre indépendance. Et en matière d'économie, en matière d'industrie en particulier, ça passe par l'indépendance énergétique. Nous aurons cette année un texte important sur l'énergie qui a, pour transposer un accord européen quand même inédit dont on parlait depuis des années et qui a été conclu, qui n'a pas fait à mon goût suffisamment la une des journaux, le 18 octobre dernier, de dévoiler le prix du gaz et de l'électricité, qu'on puisse retrouver nos marges de manœuvre, parce que la France a cet avantage compétitif majeur d'avoir une énergie et une électricité décarbonée. Ajouté à la taxe carbone aux frontières, il n'y a plus de bonne raison aujourd'hui de délocaliser pour les entreprises. Je n'oublie pas dans ce texte le volet hydroélectricité, à la fois les concessions, il faut réinvestir, et la petite hydro qui est aussi extrêmement importante, qui apporte des solutions très concrètes. En matière d'énergie, on est aussi appelé, c'est une mention à la sobriété. Alors à la fois on respecte notre trajectoire de réduction de gaz à effet de serre, mais enfin, pour aller à 2050, il faut aller 2 fois et demi plus vite. Donc on est chacun de nous, entrepreneurs et citoyens, appelés à davantage encore de sobriété. On s'est doté d'un plan, la planification écologique extrêmement concret, pas ici en déployer toutes les thématiques, mais juste une peut-être sur la rénovation thermique des bâtiments. C'est 10 000 chaudières changées dans les Hautes-Pyrénées grâce à ma prime Rénov', et Dieu sait qu'on se les difficultés parfois pour accéder à puisque nous en réglons un certain nombre. Mais enfin, c'est quand même ça une réalité, et accessoirement, ça a permis quand même de aussi soutenir notre secteur du bâtiment et des travaux publics qui en a besoin. Alors l'économie du territoire, c'est aussi bien sûr évidemment l'agriculture et le tourisme, qui sont en fait les deux faces d'une même pièce en réalité, parce que si nos montagnes sont belles, c'est grâce à notre pastoralisme. Et nous avons, je crois, avancé sur ce sujet cette année avec une simplification des règles de tir de défense sur le loup, qui était une vraie préoccupation pour nos agriculteurs. Et globalement, les rencontres encore aujourd'hui, nos agriculteurs souffrent. Parfois, notamment dans l'élevage, c'est 80 heures par semaine pour gagner le SMIC. Et donc, il faut les soutenir. Et l'élevage de montagne, certes, et l'élevage de plaine et de coteaux aussi. Et je répète à l'envie que je pense que nous pourrions davantage garder notre valeur ajoutée sur le territoire en engraissant nos veaux, en engraissant nos vaches. Quand je suis à Ravestens de Bigorre, quand je vois des acheteurs qui viennent des Deux-Sèvres pour engraisser les vaches là-bas, je me dis que tout ça c'est de la perte pour nos abattoirs, avec certains abattoirs dont celui de Bagnac qui traverse des difficultés. Donc il faut qu'on puisse aider nos jeunes agriculteurs, nos jeunes entrepreneurs à structurer ces filières. Il y aurait aussi à parler bien sûr de l'eau, et je salue, j'ai aperçu les directeurs d'administration et des services de l'État, M. le préfet, qui accompagnent ces sujets et que nous puissions aboutir. Et dans les mois qui viennent, le vrai défi, c'est vrai partout en France et c'est vrai particulièrement ici, ça va être de renouveler les générations. On a 3600 exploitants en Haute-Pyrénées, on est en déprise un petit peu, comme partout, et il y en avait 60% de ceux qui s'installent, qui viennent, qui ne sont pas de la famille. Et donc on a un rendez-vous législatif cette année, avec ce qu'on appelle la loi d'orientation agricole, même si en réalité tout n'est pas législatif, et surtout pas sur ce sujet, mais en tout cas c'est un appel que je vous lance ici pour travailler ensemble sur ce thème dans les prochaines semaines. Donc le trio gagnant pour nos agriculteurs, c'est les revenus, c'est la transition, la protection de la planète n'est pas une option, et puis notre souveraineté alimentaire. Alors, je disais l'agriculture, ça va avec la beauté du territoire, et je peux vous dire chaque semaine la chance que j'éprouve d'être député des Hautes-Pyrénées. Parce que rien qu'à évoquer dans l'hémicycle
Lourdes, Gavarnie, Le Pic du Midi, Cotteret, Madiran, tous ces noms résonnent et font rêver et font envie. C'est bien d'ailleurs que ça nombre de collègues qui viennent passer des vacances ici. Mais c'est une chance inestimable. On a un trésor ici naturel et on a envie de le partager à la fois avec nos touristes bien sûr, aussi avec les résidents secondaires qui viennent par chez nous. Alors ça me donne l'occasion d'évoquer un sujet que je n'ai jamais abordé publiquement jusqu'ici et pourtant qui nous occupe depuis le premier jour de notre mandat, c'est le sujet du thermalisme médical. On s'en est saisi, je suis vice-président du groupe thermalisme à l'Assemblée. On a été échaudé dès les premières semaines sur la question de savoir si les thermes allaient toujours être remboursés par la sécurité sociale. Et on a 7 stations dans les Hautes-Pyrénées qui sont extraordinaires par cette approche médicalisée, mais qui aussi, il faut regarder en face, sont parfois de taille un peu trop petites pour assurer les investissements nécessaires. Et en sortie de Covid, on n'a pas retrouvé les tendances de tourisme que nous avions avant. Alors, vraiment, je remercie l'engagement des maires de ces 7 communes, des directeurs d'établissement, il y en a un certain nombre ici, parce que c'est pas facile, mais on travaille avec 4 petits groupes de travail à essayer de sortir ces stations d'une logique de concurrence aujourd'hui, disons les choses simplement, pour entrer dans une logique de plus grande coopération et vous pouvez compter sur nous pour continuer ce travail. Alors si j'insiste tant sur les sujets économiques et décarbonation, pas par vous démesuré pour ces sujets, pour que c'est parce que c'est derrière les emplois, c'est le pouvoir d'achat, ce sont les gens, c'est le territoire que nous défendons. Et notre fil rouge, c'est vraiment que le travail paye dans notre pays. À la fois le plein emploi, et là-dessus, sur le plein emploi, on peut gagner cette bataille. Nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, on a 2 sujets quand même encore, parce qu'on a un taux d'emploi senior qui est relativement encore à faire, et le sujet des saisonniers. Je salue l'engagement de Pôle emploi, des missions locales qui travaillent là-dessus. C'est vraiment un fil. Depuis que le travail paye, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, sans mésestimer non plus, on le voit à la permanence chaque semaine, les difficultés sur la crise de l'énergie, l'augmentation des denrées alimentaires et de l'électricité. Nous avons défendu tout ça avec un bouclier tarifaire inédit qui a coûté 100 milliards d'euros juste au passage et qui continue. Cette année encore, 40% de la facture est prise en compte. Mais il faut se dire aussi des choses, c'est que pour financer nos nucléaires et nos énergies renouvelables, il faudra pouvoir accepter peut-être quelques hausses, mais elles seront contenues. C'est l'engagement que le gouvernement a pris. Alors, parler de mieux rémunérer le travail, c'est pas laisser au bord du chemin. C'est pas laisser au bord du chemin ceux qui peuvent travailler, ceux qui sont isolés, ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Vous n'entendrez jamais essayer d'opposer comme ça ceux qui peuvent travailler et ceux qui ne travailleraient pas parce que finalement ils préfèrent ne rien faire. Priorité au travail, c'est aussi un devoir de solidarité envers ceux qui ne le peuvent pas. Je salue en particulier tous les acteurs de l'insertion qui sont à la rue, qui font un travail incroyable. Je pense en particulier à un chantier d'insertion sur la mobilité solidaire qui va voir le jour cette année, j'espère, à Odos, qui est une réponse très concrète. Pour nos étudiants aussi. Les étudiants de demain, c'est le repas à 1 euro, on a beaucoup décrié, mais c'est nous qui l'avons fait et qui l'avons pérennisé. Pour les boursiers, on l'a su, que ce soit pour les boursiers, pour les étudiants précaires, et pour nos retraités, nous étions la semaine dernière sur le repas des aînés, on est interpellé, tiré par la manche sur la revalorisation des retraites, les plus petites d'entre elles. C'est 5% que nous avons voté dans la loi de finances 2024, donc ça devrait se voir tout prochainement dans les feuilles de pension. Alors, je pas aborder tous les sujets, on pourrait parler des inégalités de patrimoine de notre pays, on pourrait parler de la politique du logement, mais vraiment à dire là-dessus. Sur ce sujet, j'appelle d'ailleurs à une plus grande décentralisation, parce qu'en réalité, l'État veut faire ce sujet, dépense plus d'argent public que d'autres pays européens pour des résultats qui ne sont pas toujours là. Mais peut-être que si on dit un mot du patrimoine, j'ai envie de parler du patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et qui est pour moi le cœur de l'engagement politique. Parce qu'on a tous des héritages et des choses qui nous animent au plus profond. Et moi, mon sujet, c'est les services publics. C'est vraiment ça que je crois que nous devons garder, parce que c'est notre patrimoine commun. Et c'est une grande fierté, je le dis, d'appartenir à une majorité qui regarde, à la fois sur un plan budgétaire, mais pas que. Sur le plan budgétaire, quand même, après des années de fonctionnaires machines, revalorisation des fonctionnaires, revalorisation des enseignants. Alors certes, on n'est pas encore au niveau, mais en tout cas sur les débuts et les fins de carrière, on est revenu à la moyenne des pays
de l'OCDE, avec 2100 € net en début de carrière, 2500 dans les zones difficiles, dans les zones très plus, pour nos gendarmes, pour nos pompiers, pour nos policiers, les magistrats, les postes de greffiers, d'assistants d'enquête qui sont mis en route. En 2024, nous aurons l'ouverture de la brigade de gendarmerie de Pierrefitte-Constalas, colonel. Voilà. J'espère que nous aurons la chance d'avoir un ministre pour venir couper le ruban. Et en 2025, ce sera juillet. Donc là, c'est vraiment une réponse concrète qui est portée là-dessus. Mais ne laissons pas croire que tout ça, c'est une affaire de budget. Monsieur le directeur de la sécurité publique me le dit toujours, me dit c'est d'abord des sujets de procédure pénale, c'est des sujets d'autorité de l'État, dans la famille, dans l'école. Et donc, les services publics, c'est aussi l'accès, c'est la simplification, c'est une affaire de mise en œuvre. Et nous y travaillons, c'est plus dur, mais nous y travaillons en particulier. On commence à l'école avec ce combat qui est mené pour l'exigence, le choc des savoirs, comme l'a impulsé notre Premier ministre. Et puis, l'accès, enfin. Je pense avoir gagné, on a été trop loin dans la numérisation de l'accès aux services publics. Je crois qu'on en a tous pris conscience et ça a été la réponse très concrète des maisons de France Service dans les 18 dans le département pour accompagner les gens dans ces démarches, parfois aussi, c'est tout qu'on fait dans les permanences. Dans la ruralité, beaucoup d'argent a été remis aussi à travers les villages d'avenir. On ne peut pas les citer les 18, mais je pense à Saint-Cloud-de-Bigorre et à Pierrefitte-de-Nouveau qui sont concernés. Alors certes, dans le rural, et j'entends ici les critiques qui peuvent être émises notamment sur la loi zéro artificialisation nette. Et pourtant, on a quand même cette trajectoire de résilience écologique que nous devons tenir. Mais on l'a toiletté cette fois. On l'a toiletté, contrairement à ce que j'entends parfois cette année, et à l'unanimité des deux chambres du Parlement, à la fois pour garantir un hectare par commune, et puis pour sortir les projets d'intérêt général. Et là, je me tourne vers monsieur le directeur de l'hôpital Tarbes-Lourdes, bien évidemment, parce que s'il y a un projet d'intérêt général, s'il y a une seule priorité, pour moi, dans ce mandat à la place qui est la mienne, c'est que nous aboutissions sur ce projet d'hôpital commun Tarbes-Lourdes. C'est une nécessité absolue, nous n'avons que trop tardé sur ce sujet. Et à ceux qui expliquent qu'il faut des hôpitaux de proximité, je leur dis oui, il faut des hôpitaux de proximité, mais il faut aussi des hôpitaux. Monsieur le Président du Conseil de surveillance, vous êtes aussi extrêmement impliqué sur ce sujet. Et moi, je veux vous dire très simplement, je le dis ici publiquement, je sais d'expérience que les organisations, c'est des organisations qui viennent du terrain. Mais nous autres, les managers, les politiques, on n'est pas là pour entraver, on est là pour accompagner. Et si vous êtes amené à prendre des décisions, y compris des décisions difficiles, pour pouvoir mener à bien ce projet, y compris sur le plan financier, eh bien, je serai avec vous. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez exprimé tout à l'heure dans les vœux que vous avez tenus à l'âne, pour dire que votre boussole, votre exigence, c'était la sécurité et la qualité des soins, que c'était les conditions de travail des personnels. Vous avez notre confiance, je vous souhaite la bienvenue, monsieur le directeur, dans notre territoire. On a la chance aussi, pas toujours reçu, d'avoir un réseau de premiers recours incroyable dans les Pyrénées. Vous savez, des élus du Nord qui se sont vraiment bougés pour mener et monter des maisons de santé qui fonctionnent. J'observe aussi que le réseau RESAPI, qui permet de coordonner les malades complexes et accompagner la fin de vie, qui est peu connu, qui fait un travail énorme. Martine, merci de m'avoir présenté ce réseau. Et sur la fin de vie, alors là, je peux vous dire que déjà, il y a énormément de mails, de sollicitations, de rencontres sur ce sujet. Moi, je vais aborder cette question qui sera un débat au Parlement cette année, avec la plus grande ouverture d'esprit possible. On a tous nos histoires, nos convictions, nos subjectivités, bien sûr. Mais je vous promets qu'on va faire des rencontres citoyennes, qu'on va échanger. Et je formule vraiment le vœu au Parlement, si chacun y arrive, en bonne foi, qu'on puisse aboutir à un texte utile. Je vais dire un mot, pardon, mais quand même du sujet probablement sur la santé qui me tient le plus à cœur et sur lequel je suis fortement engagé au plan national et au plan local, c'est la psychiatrie. Parce que là, nous devons faire beaucoup plus et beaucoup mieux sur ce sujet, il faut regarder la réalité en face. Nous avions avant-hier au Parlement un débat là-dessus. Je pense que sur tous les bancs, le constat est dressé. Nous avons des retards diagnostiques de 8 à 10 ans. Nous avons un secteur qui est là, qui est utile, mais qui, si on dit les choses, gère des chroniques. Entre les malades qui sont chez eux, qui vont à l'hôpital, quand c'est parfois des dépendances. Et nous devons avoir l'ambition de traiter à la fois les enfants et les adolescents, diagnostiquer tout et soigner les jeunes.
Et donc là, très concrètement, je porte une proposition de loi pour déployer des centres experts en psychiatrie que j'ai vu fonctionner dans des fonctions précédentes, qui ne coûtent pas très cher, même qui rapportent parce qu'ils évitent des réhospitalisations inutiles. Je ne peux pas tout aborder, mais évidemment sur le grand âge, j'ai aussi un sujet sur un collègue du socialiste Laurent Le Seuil pour l'accueil familial, le dispositif tremplin aussi de la République. Nous n'abandonnons pas tous ces combats, bien sûr, cette année. Alors, sans être trop long, tous ces sujets de politique publique, c'est l'investissement, c'est le fonctionnement. Mais, je veux dire la vérité, on ne peut pas continuer ce cercle. Impôts nouveaux, dépenses nouvelles. C'est ce qui nous a conduit à des champions du monde de la dépense publique et les vice-champions du monde des prélèvements obligatoires. Et donc, la marge de manœuvre que nous avons, c'est la création de valeur ajoutée. C'est notre travail, il n'y a pas tellement de secret là-dessus. Et donc, aussi, cette année 2023, on ne peut pas éluder les moments difficiles que nous avons connus. Réforme impopulaire nécessaire, réforme des retraites. Et je dis aussi que c'est une part de fierté qu'on a pu la connaître ici. Bien sûr, c'est difficile. Et on a essayé d'expliquer les choses, peut-être qu'on n'est pas toujours arrivé. Mais j'assume totalement d'être un député qui s'intéresse à la tenue de nos comptes publics, parce que derrière, c'est nos générations futures qui viennent nous trouver, vous avez vécu sur notre dos. On paye à 75 milliards d'euros par an de charge de la dette, premier budget de l'État, si nous continuons ainsi. Il y aura aussi un sujet sur la fraude cette année, un texte sur lequel je vais m'impliquer fortement, à la fois les fraudes fiscales et sociales, il y a des marges. Alors voilà, mes chers amis, ce Parlement, cette Assemblée, à la fois les gens ont réélu le président de la République, n'ont pas donné de majorité absolue. C'est bien ainsi. Ils nous ont demandé de travailler ensemble. Ils nous ont demandé de travailler avec d'autres groupes politiques. C'est ce que nous faisons. À 85 reprises, des textes adoptés avec une majorité. Contrairement à ce qu'on a entendu au début, le Parlement entravé. Alors évidemment, c'est vrai pour le budget, il faut pas en être autrement, mais sinon, nous avons avancé, et pas sur les petits textes, sur 3 grands textes régaliens, sur nos armées, sur la police, sur la justice, sur les énergies, sur l'assurance chômage, le pouvoir d'achat et la nomination. Et ce sujet, qui a été un sujet difficile, qui a été un sujet très difficile, mais au fond, qu'est-ce qui est utile dans ce texte, c'est de simplifier la procédure pour les étrangers en situation irrégulière, on laisse attendre parfois 3 années avant le temps, passer de 13 à 3 procédures, c'est une bonne politique, de lever certaines réserves d'ordre public, de pouvoir effectivement expulser des étrangers délinquants, je crois que ça aussi ça fait consensus, intégrés par le travail et par l'homme. Donc ça c'est le second. Et je passe au sujet de criminalisation des réseaux de passeurs. Mais pour avoir ce texte, il a fallu effectivement adopter un compromis difficile et je le dis insatisfaisant, puisqu'il y a eu le débat à l'Assemblée, avec des oppositions qui nous ont amené des éléments dans ce texte qui ne sont pas des éléments qui sont sur le code des étrangers, qui donc seront censurés partiellement par le Conseil constitutionnel. Mais nous avons le choix, c'est la politique, entre parfois deux mauvaises solutions. Je pense qu'en conscience, c'était utile d'avoir ce texte qui en plus est extrêmement cohérent avec le texte européen qui a été adopté le jour même, à la fois de plus grande fermeté sur la régulation de nos frontières et de solidarité entre les pays pour que tous les arrivées, si on peut dire, de migrants irréguliers qui demandent l'asile légitimement ne soient pas sur le territoire italien. Alors, c'est difficile ce mandat parce qu'effectivement, il faut ferrailler beaucoup. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faudrait, a priori, comme ça, exclure un champ de la représentation nationale de l'arc républicain. Je pense qu'au contraire, il faut les ramener. Il faut les ramener parce que cette tentation de la polarisation aux extrêmes est extrêmement dangereuse. Et s'il venait à s'allier, comme c'est celui en Italie, nous voyons derrière le résultat. Et j'ai été plutôt rassuré de voir le 12 novembre dernier, lors du rassemblement contre l'antisémitisme, nous étions tous là, y compris d'ailleurs mon gouvernement des élections législatives, je ne sais pas, ceux qui n'ont pas tous perdu leur boussole républicaine, et je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Alors le combat des prochains mois, c'est l'Europe. Là aussi, on aborde cette campagne des élections européennes qui n'est pas forcément une position de force, mais je pense avec des bons arguments. Parce que l'Europe et l'euro nous protègent. Combien payerions-nous de charges d'intérêt de 100 euros? Combien est-ce qu'on aurait pu financer le plan de relance industriel et 40% du plan de relance sans l'euro? Non. Où en seraient nos agriculteurs sans la PAC?
Où en serait notre ruralité sans les fonds européens de cohésion? Donc là, il faut dénoncer la grande incohérence de certains partis qui votent l'inverse de ce qu'ils prétendent défendre ici. Et je salue, j'ai aperçu la présidente du mouvement européen qui lance une grande initiative transpartisane le 13 avril prochain à Londres pour montrer les outils d'Europe, et je vous y donne rendez-vous, parce que je crois que c'est important d'arriver à le démontrer. Et probablement sur le dernier sujet que je veux aborder ici, qui est le plus important, c'est la défense de nos valeurs, de nos intérêts, de nos frontières. Et la solidarité européenne, elle s'exprime aussi dans la défense. Et notre pays s'est réarmé au sens propre. Je pense que ce qui restera à la postérité de notre chef des armées, le président de la République, c'est d'avoir doublé le budget de la défense en des armées. On a pu pouvoir tirer les dividendes de la paix, la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient, 300 000 morts en Syrie. Donc je ne suis pas sûr que ce soit Poutine notre allié principal. Et je salue nos 2 régiments d'armée. C'est une énorme fierté de vous avoir ici. Une énorme fierté de vous avoir ici. Et je suis très honoré que vous m'accueilliez cette année dans vos rangs comme réserviste citoyen. Je dis que j'ai un peu de réserviste citoyen. Avec une mission d'ambassadeur de recrutement. Alors, le colonel, chef de bord du 1er USAR, vous allez au 35, faites une erreur parce que vous faites de la politique, le régiment adapté, c'est plus du USAR, c'est la rue, c'est l'arrivée des côtés. Et je dois confesser que je suis plus à l'aise avec la devise du 35 que la devise de l'artilleur. Effectivement, c'est mon tempérament, je cache. Vous pouvez compter sur moi pour continuer en tout cas ce mandat avec passion, à 100% engagé, avec l'objectif, c'est vraiment concrètement